Bonjour à toutes et à tous, bonjour au public du Gazette Café, bonjour à nos intervenants, bonjour à nos auditeurs et auditrices des Pyrénées-Orientales, de l'Hérault et du Gard. On est très heureux de parler aujourd'hui santé. Vous savez que c'est un axe majeur de Radio Aviva. Merci au Gazette Café aussi de nous accueillir dans ces locaux. Alors la prévention santé comme une façon de préserver son capital santé à travers la prévention, ça s'impose de plus en plus du fait de l'allongement de la durée de vie, bien entendu, du fait de la diminution de la carte des médecins à travers certains territoires et aussi du fait de la difficulté de financement de la santé puisque les budgets santé sont difficiles à tenir avec l'accroissement de la population et l'augmentation de la durée de vie. C'est dire que s'il est une chose dont il faut s'occuper très tôt, c'est bien de la prévention. Une prévention à tous les âges de la vie, on le verra, à l'enfance, à l'adolescence, à l'âge moyen, à l'âge adulte, pour les seniors également, et avec à chaque fois des spécificités de prévention et de mode de vie aussi. Nous avons autour de ce plateau, et je les remercie, Valérie Chenfo, qui est responsable du service prévention à la CPAM de l'Hérault. Valérie, bonjour. Et nous avons également Nicolas Giraudot du pôle santé publique et écologie de la santé au CHU de Montpellier. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Et Jean-François Bouscarin qui est président de l'URPS des infirmiers. Bonsoir. Alors on dira après sur quoi consistent ces sigles. Alors nous attendons Valérie Garnier dont le train a été annulé depuis Nîmes et elle est en train de galérer pour prendre le suivant. Donc elle arrivera en cours de route. Elle est présidente de l'URPS pharmacien. C'est d'autant plus intéressant que les pharmaciens ont aussi des prérogatives de plus en plus importantes dans le domaine de la prévention. Alors, je voudrais commencer par la CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie, Valérie Chenfo. Un service prévention à la CPAM, je suis sûre que tout le public n'est pas conscient de cette activité qui va croissant d'ailleurs. En effet, donc la CPAM, tout le monde connaît, Oui. parce que c'est le remboursement, bien sûr, des soins médicaux. C'est également le paiement de certaines prestations, les prestations en espèces, c'est-à-dire l'indemnisation en cas d'arrêt de travail, c'est beaucoup d'autres choses. Mais c'est aussi la prévention, puisque notre objectif, c'est de maintenir et d'améliorer la santé de nos assurés, de la population, des Français en général. Effectivement, pour maintenir notre système de santé, ce qu'on souhaite, c'est que chaque Français puisse être acteur de sa santé et réaliser tous les dépistages, toutes les offres de prévention qu'on propose. Donc mon rôle, c'est effectivement, sur tout le département de l'Hérault, d'informer nos assurés du capital santé qu'ils ont, et afin de le conserver, on leur propose de nombreux actes de prévention. Donc Valérie, on reviendra là-dessus, sur les différents actes de prévention qui sont proposés au public d'ailleurs. Et on sait tous que plus on intervient sur une pathologie tôt, plus on la guérit. Plus on la dépiste tôt, plus on la guérit. On verra les plans de santé, justement. Nicolas Giraudot, vous êtes au pôle santé publique et écologie de la santé au CHU. Alors autant pôle santé publique, on a l'habitude, l'écologie de la santé, beaucoup moins. Je savais que vous alliez commencer par cette question, Mais même si on n'est-ce n'avait pas pas parlé perfide, directement. c'est une question perfide. C'est vrai que la volonté du CHU, quand ce pôle de santé publique et l'écologie de la santé a été créé il n'y a pas encore un an, donc c'est un tout jeune pôle qui regroupe plusieurs services, plusieurs unités. Ça va du service de la médecine carcérale, donc la médecine pénitentiaire, à les risques infectieux, à la médecine du travail, au service d'information médicale. Et sur la thématique, deux thématiques sont majeures. La prévention, ça tombe bien, peut-être pour ça que je suis là. Quelle chance. Et, on ne s'est pas trompé d'interlocuteur. N'est-ce pas? Et l'écologie de la santé. L'idée, c'est, à travers cette volonté de faire de l'écologie de la santé, c'est de pouvoir travailler sur l'amélioration de l'écologie dans les soins.
d'essayer d'être moins impactant que ce qu'on est aujourd'hui. Il y a des choses qu'on ne peut pas diminuer à cause de l'hygiène, mais il y a d'autres choses qu'on peut essayer de travailler. Alors par exemple c'est tout bête, mais le tri à l'hôpital, on est très fort depuis très longtemps sur le tri potentiellement à risque d'infectieux, de ce qu'on appelle souillé. On a ce qu'on appelle nous les poubelles jaunes et les poubelles noires. Les fameuses poubelles avec Mais le papier aujourd'hui, on ne le trie pas ou peu. D'accord. Et je ne parle pas des radios. Oui. On parle dans les soins et tous les produits qu'on peut utiliser. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas limiter. L'hygiène nous impose de respecter un certain nombre de règles qui sont impactantes là-dessus. Mais c'est sûr que notamment là-dessus, on va essayer de travailler les produits qui sont utilisés, la gestion des déchets, l'économie aussi d'électricité ou de ressources. Donc voilà, beaucoup de choses qu'on va essayer de travailler en plus de la prévention. Donc c'est bien l'écologie au sens de la planète, appliqué au domaine d'activité de la santé. C'est bien ça. D'accord. Et vous reviendrez tout à l'heure peut-être sur le pôle santé publique. Donc santé publique, ce sont les grands plans de santé ? La santé publique, ça a été, j'ose le dire, même si je suis enregistré, il faut que je fasse attention, un endroit Personne ne nous écoute. Un réceptacle. On va dire une auberge espagnole pour essayer de réunir l'ensemble des services qui ne sont pas dans une discipline clinique. Au CHU, on met mère-enfant, cœur-poumon ou cardiaque ou ce genre de choses. Et donc la santé publique, ça permet de recueillir, comme je disais, le service de médecine du travail, de médecine pénitentiaire, où la thématique de la prévention est majeure. Alors, médecine du travail, vous êtes en train de nous dire que les services de médecine du travail sont aussi dépendants de vous ? Sont en lien, mais on a nous-mêmes notre propre service de médecine du travail pour les 13 000 agents du CHU. Pour les agents du CHU, oui. D'accord. Okay. Entre autres, oui. Ok. Et donc, cette médecine du travail, elle est particulièrement importante. On pourra en reparler, mais la thématique de la prévention, et notamment sur la prévention primaire, l'objectif, c'est de pouvoir être en contact avec l'individu ou la population, pour pouvoir le toucher, lui transmettre les messages en termes de promotion primaire. Et le lieu de travail, comme le lieu de l'école, on le reverra, je pense, avec la CPAM, sont des lieux très importants et pas encore assez, à mon avis, développés. Oui. Mais si on pouvait déjà atteindre, je crois que les plus gros employeurs du territoire, c'est le CHU, l'université. Donc ça serait déjà beaucoup. Oui, parce que ça touche aussi les familles, en fait. C'est ça. Quand on revient avec des informations, quand on récupère des informations sur le lieu de travail, on peut ensuite le transmettre au cœur de la famille. On sait que c'est les mamans qu'il faut toucher plus que les papas. Oui. C'est les études qui le montrent. Ou les enfants. Parce que les enfants sont un bon vecteur aussi, c'est pour ça que l'école est aussi très importante. Quand un enfant a appris quelque chose à l'école, il revient à la maison, il en parle autant que possible. Ça se fait souvent quand on leur apprend à trier ou à peser leurs déchets à l'école, ils reviennent à la maison en disant « mais pourquoi on ne fait pas ça ?» Et donc les parents en veulent beaucoup à l'école, mais ça se fait. Alors, je vais me tourner vers Jean-François Bouscarin. Vous êtes président de l'URPS infirmier. Alors, l'URPS, l'Union régionale des professions de santé, c'est un genre de syndicat global. Le gros mot est dit. Oui, global sûrement. Non, un petit rappel d'histoire très vite. Oui. Création des agences régionales de santé. C'était la première fois où la santé ne s'occupait pas que de l'hôpital, cher ami. Pourquoi ? Parce que le plus grand hôpital de France, il est à la maison. Exactement, et aujourd'hui, c'est l'hôpital disséminé. Le désir des patients, c'est de rester à la maison le plus longtemps possible. Bon, ça, c'est le premier point. Il fallait des interlocuteurs à une agence régionale de santé et ils l'ont trouvé à travers les unions régionales des professionnels de santé. Donc en fait, je représente les 15 000 infirmiers libéraux qui travaillent en Occitanie et qui sont un véritable offreur de soins 7 jours sur 7, 365. Et aussi des passeurs de messages parce qu'ils sont en proximité avec leurs patients. Alors, on a une chance en France, c'est quand même, je pense qu'il faut à un moment donné qu'on se compare par rapport à d'autres pays, par rapport à la prévention. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'il faut démarrer. Et puis après, nous, on va, je pense, sur le plateau, trouver des solutions. On a une chance. Que vous avez un scoop à nous donner. Oui, on en a bien sûr plusieurs, mais chacun d'entre nous en a un. On a une chance qui est assez intéressante dans notre pays, c'est que depuis très longtemps, et accompagné par l'assurance maladie, on a capitalisé sur le soin à domicile. C'est pas nouveau pour nous. Il y a d'autres pays qui sont très en retard sur ça, qui sont très centrés sur l'hôpital, trop centrés sur l'hôpital. Et donc de ce fait,
On a pour ça, on a des retards, mais sur ça, on a une avance. Et on a donc un vaste réseau d'infirmiers libéraux. Et là, on a une chance aussi, c'est que ceux-ci sont plutôt bien répartis sur le territoire, à contrario des médecins, plutôt encore assez nombreux. Et vous voyez, je pondère parce qu'on a aussi va se poser les problématiques d'attractivité des métiers. Y compris chez les infirmiers. Et les infirmiers trouvent tout de suite du travail. Hein, oui, il n'y a pas de chômage chez nous, c'est clair, mais c'est pareil chez les médecins. Grosso modo, c'est partout pareil. Donc, on a des défis à relever. Oui. Et comme l'OMS le dit, elle va se relever avec tous les professionnels de santé en coopération et en coordination. Mais pour une santé, je dirais, solvable, les infirmiers doivent avoir aujourd'hui plus de prérogatives qu'ils n'ont eu avant. Bien sûr. On voit que ça va croissant. Je vais me faire le porte-parole aussi des pharmaciens qui aussi ont à présent, peuvent poser des actes de vaccination, etc., ce qui n'était pas le cas. Oui, alors je ne vais pas parler on attend notre consoeur, j'espère qu'elle va arriver. Donc, écoutez, on va être très factuel. Aujourd'hui, on a une tsunami qui nous arrive face à nous. Bien sûr. Montée en charge du nombre de personnes âgées, vieillissement de tous les pays européens. Vieillissement de la population, c'est clair. Un chantier qui est quasiment européen. Et deuxièmement, on va avoir un croisement. Et c'est là où la prévention va être intéressante. Parce qu'en fait, historiquement, on vit très longtemps en France, mais mal foutu. C'est-à-dire qu'on tient sa bagnole longtemps, mais en fait, elle a quand même des soubresauts. Moyennement. Et tout d'un coup, elle s'arrête. Ouais. Et dans d'autres pays, on regarde comment ça se passe. Les patients vivent plutôt assez longtemps, mais en meilleure santé. Et donc, évidemment, c'est des économies à la clé, mais enfin, bien vivre jusqu'au dernier jour, c'est quand même une qualité de vie. Et dans le cadre de cette accessibilité aujourd'hui à la prévention, c'est de se dire comment moi, individu, je vais mieux me prendre en charge au quotidien, sans attendre forcément le pharmacien, le médecin, etc., comme étant des thérapeutiques. Devenir acteur de sa santé. Oui. Voilà. Et là, à partir de là, on va commencer à réduire l'équation. Et donc, au regard des éléments que je vous ai donnés, et par rapport aux pharmaciens, par exemple, ou les infirmiers, ou tous les autres professionnels de santé, je pense que c'est notre rôle à tous, en fait, de se pencher sur ces problèmes. Absolument. Et c'est ensemble que, justement, les choses vont avancer, avec une prise de conscience et un passage à l'acte des gens là-dessus. C'est la force de la décentralisation. Je dirais le ministère de la Santé qui a mis une agence régionale de santé qui elle-même est un interlocuteur des unités comme ça, des URPS, des unités régionales des professions de santé, avec la CPAM qui est mobilisée aussi et l'hôpital. Ça veut dire qu'on a un réseau qui est vraiment transversal pour gérer la santé. Alors, gérer cette santé, c'est à tout âge. Je voulais demander justement au docteur Nicolas... Non, vous êtes médecin, Je suis chirurgien dentiste. D'accord, oui, vous me l'aviez dit d'ailleurs. Donc, vous avez ce pôle de santé publique. Il s'occupe de prévention à tous les âges ? C'est en tout cas l'objectif. Au sein du CHU de Montpellier, nous sommes amenés à soigner et à prendre en charge des patients de la naissance, puisqu'on a quand même un service de gynécologie obstétrique, jusqu'à la fin de vie, et donc les personnes âgées avec le pôle de gériatrie. C'est ça. Alors, le tandem de ma droite, là, vous êtes à la manette pour cette prévention, finalement. Alors, est-ce qu'elle s'aborde de la même façon pour les enfants, les adolescents, puis plus tard ? Alors, rapidement, encore une fois, je voulais quand même préciser que cette volonté du CHU de se tourner vers la thématique de la prévention est assez nouvelle. Oui. C'est une stratégie nationale qui vraiment a été poussée et demandée au sein des CHU de prendre aussi en compte cette dimension. Aujourd'hui, on sait prendre en charge les patients, on sait les soigner, mais on a du mal à y être au contact, comme l'a très bien dit le représentant des infirmiers, cher Jean-François. La prévention, je pense, c'est quelque chose qui va ressortir ce soir. Ça ne marchera pas tout seul. Oui. Il faut qu'on soit tous dessus, tous impliqués, parce qu'on a chacun des compétences et ce n'est qu'ensemble qu'on arrivera à améliorer cette prévention. Et donc le CHU, aujourd'hui, on a du mal à faire. On sait quand ils viennent à nous, mais on ne sait pas venir à eux. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Bien sûr, il faut le temps, il faut les équipes, c'est un phénomène complexe. Donc Valérie Tchenfo, vous avez prévu à la CPAM justement ce secteur, ce service de prévention qui se développe, que vous dirigez.
Vous avez des actions de prévention très précises, des tests, des campagnes. Dites-nous comment ça fonctionne. Alors, on a bien sûr des offres de prévention à tout âge, donc comme on disait, de la naissance jusqu'aux personnes seniors. On fait de plus en plus d'actions d'aller vers. Oui. Donc, ça ne suffit pas, nos messages, notre communication universelle, les mails, les campagnes d'affichage, la presse, ce n'est pas suffisant. Il faut aller vers les personnes, là où elles se trouvent, et s'adapter au lieu, s'adapter à leurs difficultés, à leurs freins, les écouter et puis proposer des messages adaptés. Bien et sûr. On s'appuie énormément sur nos partenaires, souvent les associations de quartier, puisque ce sont des associations qui les connaissent, qui les suivent. C'est souvent des pairs, donc ils peuvent parler avec eux, lever les freins et surtout assurer un suivi pour les accompagner tout au long de leur parcours de santé. Très bien. Alors on verra justement ces différents parcours et les différences que vous proposez. Et on va préciser, ce sont des tests, etc., ou de dépistage, ou de campagnes de vaccination, etc., qui sont prises en charge. Tout à fait, oui. La plupart de nos offres sont soit remboursées par la CPAM, puis par la mutuelle, sauf pour les bénéficiaires de la C2S où c'est entièrement gratuit. Il n'y a pas d'avance de frais, ou alors c'est sans avance de frais, notamment pour les dépistages des cancers. D'accord, exactement. Donc c'est tout à fait important, on a de la chance de pouvoir faire appel sans frein économique à cette prévention, à ces dépistages. Alors, nous a rejoint Valérie Garnier, on est ravis de vous accueillir déjà, merci d'être là. Et vous êtes présidente de l'URPS, l'Union régionale des professions de santé pharmaciens, pour les pharmaciens, donc pour l'Occitanie. Alors j'aimerais que vous nous rappeliez d'abord bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir résisté au retard et aux annulations de train. Et j'aimerais que vous nous disiez un peu le rôle de l'URPS justement dans le domaine pharmaceutique. Alors bonjour d'abord, merci de m'avoir attendu patiemment. Donc l'URPS, on s'occupe des pharmaciens qui sont sur la région Occitanie et on les accompagne beaucoup dans tout ce qui est mission santé publique, prévention, dépistage, voilà, parce qu'il faut différencier. Les URPS c'est des structures assez jeunes, comme mon collègue chez les infirmiers. On avait nos syndicats, on avait nos ordres. On est encore dans une autre dimension. C'est une autre autre dimension. On va dire que ce sont les bonnes pratiques en termes de prévention. C'est voilà, ça, oui, de soins. C'est ça. C'est très ciblé santé publique, prévention. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, les pharmaciens, on disait avant que vous n'arriviez, qu'il était important d'aller vers les gens, qu'il était important justement pour qu'ils prennent en charge leur capital santé, qu'ils deviennent acteurs. Il était important d'aller vers eux. Il était important aussi d'avoir une répartition sur le territoire, au plus près des gens, et un accès quasi quotidien. Donc, c'est le cas des pharmaciens, justement, avec ce réseau de pharmacies. C'est vrai qu'on a un réseau qui est à peu près homogène sur l'ensemble du territoire, puisqu'on a une loi de répartition qui, depuis l'après-guerre, nous a imposé des endroits pour nous. Voilà, il y a un nombre d'habitants par pharmacie. Voilà, donc on a réussi à mailler correctement le territoire. Combien de pharmacies ? En Occitanie, il y en a pas tout à fait 2000. 2000. Voilà. J'aurais dit plus. Non, parce que certaines ont fermé. Donc il y a eu des fermetures de pharmacies ou des pharmacies qui se sont regroupées pour se réorganiser. Ouais. Donc voilà, on était à un peu plus de 2000, on est un peu moins là actuellement. Mais on n'est pas la région la plus impactée. C'est vrai qu'il y a eu des fermetures de pharmacies dans d'autres régions que les nôtres. Alors, le pharmacien est souvent le confident numéro 1. Quand on a un pépin de santé, on demande conseil, on demande comme ça ce qu'il en est à son pharmacien. Ça persiste ? Complètement, parce que c'est vrai qu'on a l'avantage de pouvoir être ouvert. Vous êtes là. On est ouvert sans rendez-vous. Enfin, les gens peuvent rentrer dans une officine à toute heure du jour, voire de la nuit, puisqu'on a aussi des gardes pharmaceutiques. Voilà. Donc c'est simple, on est simple d'accès et on a tout de suite donc le public peut avoir affaire immédiatement à des professionnels, puisqu'on a dans les pharmacies des pharmaciens.
docteurs en pharmacie, et des préparateurs qui nous accompagnent et qui travaillent avec l'équipe. Bien sûr, donc un réseau très proche et accessible. Alors, les pharmaciens, depuis quelques années, depuis le Covid, en tous les cas, ont des rôles, peuvent poser des actes qu'ils ne faisaient pas avant, comme les vaccins, comme les tests qui ont été faits pour le Covid, etc., en pharmacie. C'est quand même assez nouveau. C'est très nouveau. C'est pas forcément la crise sanitaire qui a... elle a amplifié le phénomène, Ça a mais accéléré elle a les pas... choses. Voilà. Voilà. Parce que les pharmaciens ont pu prouver pendant la crise qu'ils étaient présents et réactifs. Donc, ben voilà, les pouvoirs publics ont vu qu'ils pouvaient s'appuyer sur cette profession-là, comme vous l'avez dit, avec un bon maillage, avec un accès facile. Et pour revenir sur votre idée de confident du public, c'est vrai qu'on n'a pas ce rôle qui peut être, comment dire, qu'ont les médecins, où ils sont un petit peu... réglés par le temps, quand même. Enfin, pas seulement réglés par le temps, mais un peu coercitifs, je dirais. C'est pas l'image qu'ont les infirmiers, qu'ont les pharmaciens. Donc les gens se confient plus facilement. On peut dire tout, on peut tout dire. Ils nous disent des choses. J'ai pas pris mes comprimés, je me suis trompée. Ou ça, je l'ai pas dit au médecin parce que j'avais peur qu'il me gronde. Donc voilà. Voilà. On est un peu les donc confidents. en proximité. Vraiment, vous êtes en proximité. C'est ça, c'est proximité et accessibilité, oui. Et donc les pharmaciens, je reviens là-dessus, maintenant peuvent poser des actes. Quel est l'avenir de la prévention auprès de vous? On a parlé à un moment donné de cabines pour capter certains paramètres directement, etc. On pensait que ça se développerait très vite. C'est pas tellement, ça c'est pas quelque chose de très développé. C'est pas la panacée, les cabines. Certains pharmaciens sont équipés parce que vraiment dans des endroits où il n'y a plus de médecins. Donc la cabine, c'est on rentre dans une cabine où on peut se faire prendre les constantes, l'électrocardiogramme, etc. Et quelqu'un peut lire à distance, c'est ça? C'est ça. Mais donc dans ce cas-là, la personne, l'usager, est accompagné par un professionnel. Bien sûr. C'est pas la cabine qui est dans un centre libre-service. C'est pas dans un libre-service. Exactement. Oui. Mais je dirais pas que c'est un pis-aller parce que ça sert quand même. Mais quand on peut faire autrement qu'une cabine, franchement, notamment le travail en coordination avec les autres professionnels. C'est ça, c'est vers le ça facteur humain est fondamental quand même. Oui, complètement. Le facteur humain est fondamental. Alors, Jean-François Bouscarin, le facteur humain, comme ça, vous êtes chez les gens à domicile où ils viennent vous voir, mais il y a aussi du domicile. Ce facteur humain, il joue beaucoup? Alors, je ne vais pas vous le dire le contraire, puisque c'est statistiqué. Les derniers professionnels qui rentrent dans les domiciles, et en particulier chez les plus vulnérables et les plus âgés, sont les infirmiers libéraux. Donc, on parlait d'atouts, c'est un des atouts. On a des atouts de territoire, on l'a vu avec les pharmaciens, et on l'a avec le réseau effectivement des infirmiers libéraux. Oui. Et si on va recentrer sur la prévention, c'est effectivement un des atouts. Bien sûr. C'est un des atouts parce que on est aujourd'hui en train de vivre, et tant mieux, un changement de logiciel global. Ouais. Avant, on ne faisait globalement que de l'information en santé, avec parfois la perception de l'usager d'une forme de coercition. Oui, ma collègue m'a parlé. L'observance, toutes ces questions-là. Dire il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire d'alcool, ça c'est facile. Oui. On peut l'afficher dans tous les coins de Montpellier ou de l'Occitanie. Ce n'est pas pour autant que les gens auront moins d'accès ou moins d'addiction. Oui. Donc, par contre, le fait de discuter avec beaucoup d'humanité, d'avoir un échange, et là, on va pouvoir, en quelque part, le cartographier à travers mon bilan prévention, qui est ouvert, donc, tout simplement à tous les professionnels, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes et médecins de première ligne. Ça va être, pour la population, une possibilité de poser un peu les valises et de faire le point en disant, mais où j'en suis, moi, de ma santé et comment, moi, de manière individuelle, je vais pouvoir l'améliorer. Et ça me semble être un atout. Et si je fais le lien avec l'économie sur le côté écologiste, écologie de la chose et de la santé, enfin, quel gain on va avoir si on consomme moins de médicaments? On est quand même des pays où les anxiolytiques sont les plus consommés. Ça marche bien. Hein. Voilà. Et où demain, on remplit les salles de sport des gens qui ont envie, à tout niveau, je dirais, à tous les âges, de bouger. Dans lequel ils sont. Voilà. De bouger. Bien sûr. De faire de l'activité physique. Alors, je suppose que dans chacun de vous
parle aussi de l'hygiène de vie, du mode de vie, d'alimentation, etc. C'est un point important parce que quand vous allez chez les gens, vous pouvez voir quels sont comment ils sont installés, s'ils sont seuls ou pas, s'ils ont un environnement affectif ou non. C'est quelque chose qui est important quand même d'évaluer ça. Alors c'est très exactement ce que la cabine, y compris maintenant l'intelligence artificielle, même si elle évolue très vite et très fort, va pas pouvoir faire. C'est-à-dire effectivement un professionnel, je vais donner le nôtre en tout cas, qui effectivement pourra faire un bilan de prévention à domicile, va pouvoir très vite voir quels sont les points pour lesquels le patient tout seul va pouvoir améliorer, mais attention, va pouvoir aussi diagnostiquer quels sont les points qu'il ne pourra pas faire tout seul. Et donc, c'est là, à un moment donné, on l'intégrera dans un système parce qu'il y a à la fois des associations qui s'occupent de la prévention, il y a des choses qui seront très cristallisantes sur un point de santé, je ne sais pas, un diagnostic par exemple d'insuffisance cardiaque, certaines fois il faut aller vite. Et là, le patient va vous dire, écoutez, je n'ai pas vu de médecin depuis 6 mois. Et donc, vous serez un élément d'alerte pour réintroduire le patient dans un bon parcours avant qu'il y ait l'accident. Bien sûr. Donc, c'est vraiment fondamental. Vous êtes dans le concret, là. Alors, Valérie Tchenfo, c'est important, ce réseau-là, comme ça, de professionnels de santé pour la prévention. Vous travaillez avec eux ? Bien sûr qu'on travaille avec eux, effectivement, professionnels de santé, nos assurés, toutes les collectivités, les associations, tout le monde, tous ceux qui sont en direct avec des populations. Donc, on doit tous travailler ensemble en transversalité. Alors, est-ce que justement la CPAM, dans le cadre de la prévention, s'occupe aussi du conseil en alimentation, du mouvement, l'importance du mouvement, le mode de vie? Oui, tout à fait. Donc effectivement, c'est quand même assez récent. C'est depuis à peu près 2 ans qu'on est sur des sujets tels que la nutrition, le sport, l'activité physique adaptée. Et puis également la santé environnementale. Donc ce sont 2 nouveaux sujets sur lesquels donc la CNAM souhaite qu'on travaille au quotidien avec tous nos partenaires. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a une vision de la CNAM, de la CPAM, plutôt comme bailleur de fonds pour être traité, plutôt que comme acteur pour la prévention. Donc vous avez de la chance de faire cette transition-là. Oui, oui. Là, vraiment, on accélère le virage préventif, puisque jusqu'à présent, on était trop dans le curatif. Oui, c'est ça. Et donc, c'est vrai qu'avec l'allongement de la vie des gens, on a aussi un télescopage avec des gens qui vivent très vieux. Alors, je voulais vous demander, pour tous ceux qui s'occupent de santé comme ça, publique, la malbouffe d'il y a quelques années, est-ce que ça a impacté la durée de vie et la qualité de vie des gens âgés à présent? Est-ce qu'on va aller vers une diminution de la longévité avec la malbouffe et la sédentarité? N'étant pas spécialiste de cette question, je ne voudrais pas aller sur un terrain glissant. Qui est glissant, donc je ne vais pas m'engager sur l'espérance de vie et la suite de l'espérance de vie liée à la malbouffe en tout cas. En tout cas, il est clair, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être soignant, médecin pour comprendre que si on mange mal, eh bien c'est sûr qu'on aura des problèmes de santé. Et mal manger, ça veut dire avoir de mauvaises habitudes alimentaires, mais aussi utiliser de mauvais produits. Donc c'est bien dans ce concept, et je pense que c'est le moment de parler d'un mot-clé qui sur le territoire est très important, c'est la dynamique de One Health, donc une santé unique, une santé globale. Où, vous le savez, dans le cadre de Medvalley, mais aussi avec d'autres partenaires du territoire, il y a cette volonté d'associer la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Parce qu'on est tous sur la même planète et qu'on se mange les uns les autres. J'entends que nous, les humains, généralement, nous mangeons les animaux et les plantes, et que si celles-ci ne sont pas en bonne santé, eh bien derrière, nous, on va avoir un impact. Donc c'est aussi ça, cette réflexion qu'il faut qu'on arrive à avoir. Quand on parlait de travailler tous ensemble, c'est certes les professionnels de santé, et je ferai le distinguo peut-être aussi avec les professionnels de la santé, dans le sens où les professionnels de santé sont référencés comme tels dans le Code de la santé publique, mais les professionnels de la santé, ce sont toutes personnes qui participent à la prise en charge du bien-être ou de la santé des individus et des populations. Un agriculteur. Alors, je ne pensais pas à lui forcément directement, mais
madame, qui à ma connaissance n'est pas professionnelle de santé aux yeux du Code de la santé publique, est un professionnel de la santé. Bien les sûr. différentes personnes qui vont prendre en charge la population, je pense à une ATSEM, même des fois à une maîtresse, peut être impliquée au niveau de la santé parce que c'est le premier interlocuteur. C'est pas lui qui va faire un diagnostic, mais c'est lui qui va peut-être être l'orientateur, Passer un message, passer un message exactement. Pour ce qui est de l'agriculteur, effectivement, on pourrait le voir aussi comme un professionnel finalement, de la santé. Si le unique, produit est bon. Si on pousse exactement jusque-là. Mais c'est bien pour montrer que la santé est l'affaire de tous. Et on a tous intérêt à être le plus longtemps possible en bonne santé. Oui. Alors, je vais aussi lancer un pavé dans la mare, sauf peut-être aussi, et là je me tourne aussi, je lance le pavé dans la mare vers l'assurance maladie, on peut se poser la question, est-ce que consciemment ou inconsciemment, les professionnels de santé qui vivent sur la maladie des gens, quelque part, ont réellement intérêt à ce qu'ils ne soient pas malades? Ça c'est dur. Je pousse le bouchon. Je pousse le bouchon, mais pour animer les débats. C'est la problématique de la tarification à l'acte. Alors, c'est effectivement la tarification à l'acte, c'est ce qu'on entend aussi souvent chez les patients en disant c'est une usine, etc. Mais en même temps, on sait très bien que l'offre de soins n'arrive pas à... On a besoin de médecins, etc. Donc, avoir moins de prescriptions, moins de visites médicales, ça va plutôt aller dans le bon sens pour que les gens n'aient pas 6 mois avant d'avoir un rendez-vous, quoi. Alors, je crois qu'il y a une réaction sur ma gauche. Le pavé dans la mare est tombé dans la mare. Je vais réagir. C'est très bonne. Évidemment, c'est un autre séminaire que vous ouvrez, notre collègue, sur pourquoi entretenir les patients malades, puisqu'effectivement, c'est le fruit de votre rémunération. Mais dans le cadre du changement de logiciel de prévention, derrière, il va des notions de qualité et d'efficience. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une file active, par exemple, de pharmaciens ou d'infirmiers, qui se porterait mieux qu'à tel ou tel endroit par rapport à un autre endroit, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une rémunération surévaluée? C'est-à-dire qu'elles sont en équation avec la bonne santé du territoire. Et je pense que ce qu'on est en train de prendre conscience... Vous allez faire comme les médecins chinois, c'est-à-dire ils sont payés tant que le patient n'est pas malade. Pourquoi pas? Si le patient est malade, on arrête de payer le médecin. Mais, alors, je crois qu'il ne faut pas qu'on souffre à nouveau de se lacérer en disant on n'aura pas de rémunération demain, puisque je vous l'ai dit, on attend un tsunami de vieillissement à la fois de la population en Europe, et puis sûrement d'apport populationnel sur nos territoires, etc., etc. Donc il n'y a pas de sujet, hein. On n'a pas éradiqué malheureusement le cancer, on n'a pas éradiqué toutes les grandes pathologies, etc. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on souffre de ça, bien au contraire, mais en matière de notion de qualité, avoir un peu de performance dans nos activités, c'est absolument essentiel, dans la mesure où ça donne un sens aussi à votre mandat par rapport à la population. Aujourd'hui, on commence à donner des mandats d'amélioration de la santé sur des territoires à travers les comités professionnels de territoire et de santé. Ce ne sont pas des effecteurs de soins, mais elles améliorent le parcours. En améliorant le parcours, on améliore l'efficience. Par une meilleure coordination ? Bien entendu, par une meilleure coordination, on arrête un certain nombre d'examens qui sont parfois redondants, ennuyeux, etc., etc., et qui ne permettent en rien d'améliorer le diagnostic. D'accord ? Donc là, cette voie qui est prise à la fois de prévention, derrière, il s'y cache un autre train, et en tout cas, notre profession sera assez compétente pour rentrer, je dirais, dans la notion de performance. Ce second train, c'est un train d'optimisation de la performance de santé, quoi. Oui, alors, pas la performance comme on peut l'entendre dans une entreprise, dans la performance, dans l'efficacité, dans l'efficience et la qualité. Exactement. Je vais vous donner un exemple très précis. Il se trame une nouvelle loi infirmière pour l'année 2025, avec sûrement un accès direct à la profession, puisque aujourd'hui, la population souffre d'un accès aux soins aux médecins traitants. On le sait tous, c'est une grande spécialité de l'art infirmier. Ouais. On a en plus des docteurs en médecine qui sont des anciens infirmiers, qui sont des grands prêtres au niveau quasiment international de l'appeler en France. C'est une chance. Tous disent qu'aujourd'hui, la difficulté d'une plaie, on peut tout cicatriser de manière automatique, c'est le retard de prise en charge. Donc dans le système actuel, il faut être factuel, vous avez une plaie parce que vous êtes brûlé au barbecue, vous ne voyez pas un médecin avant mardi ou mercredi de la semaine d'après. Oui, c'est sûr, ça a le temps de s'infecter. Le temps que vous passiez chez le collègue pharmacien récupérer le traitement, c'est déjà jeudi ou vendredi. Et donc là, ça y est, la plaie, entre-temps, c'est déjà infectée. Donc accès direct à la profession. Et si, par exemple, les infirmiers, en matière de qualité, réduction du temps
Et derrière, au lieu de cicatriser les standards, on a des standards, hein, la Haute Autorité de Santé dit qu'en fonction de tel c'est normé. On la réduit d'autant. Et écoutez, là on est sur la performance. Le pronostic est meilleur. Voilà. Et en plus, derrière, l'usager, lui, en est absolument satisfait. Parce que le but de la santé, quand la santé globale, c'est de réinsérer les gens le plus tôt possible vers la voie du travail, vers la voie de la satisfaction, vers la voie de la bonne santé. C'est ça, en fait, notre credo permanent. Principal. Alors, je voudrais demander justement à Valérie Garnier, on a parlé de pansement en cas d'urgence, etc. Les pharmacies en font quelquefois. Est-ce qu'on va vers vous pour cela régulièrement? Les gens y pensent ou pas? Alors, les pansements, forcément, puisque c'est nous qui les avons. Voilà. Mais actuellement, je peux donner mon exemple. Oui. Moi, je suis en milieu rural, donc on travaille très étroitement avec le cabinet infirmière. Elles viennent à la pharmacie, on voit ensemble, elles savent, parce que c'est elles les spécialistes de la plaie, elles prennent elles-mêmes ce qu'il leur faut. Elles nous font l'ordonnance et puis voilà, c'est très rapide, c'est très vite fait. Donc là, c'est une entente. Nous, ça nous va très bien de travailler comme ça. Voilà. C'est efficace en fait. Oui, c'est complètement court, efficace. Exactement. Et pour revenir sur l'histoire de la prévention, de toute façon, c'est tant mieux s'il y a moins de malades, parce que je pense qu'il faudra changer de braquet et non plus parler, comme on disait, en curatif, mais en préventif. Et je pense qu'on est en train de prendre conscience qu'il faut plus parler de prévention et qu'on l'a mis un peu sous le tapis en France. Oui. Parce qu'on dépense beaucoup d'argent pour la santé, ça on le sait, on est un des pays qui dépensons le plus, et pourtant on n'a pas les mêmes résultats que d'autres pays qui dépensent moins, mais qui font peut-être plus de prévention. Oui. Et de toute façon, si les gens sont moins malades, on continuera à travailler dans la prévention et on sera là pour les accompagner dans la prévention. Voilà. Donc l'importance de voir cette prévention remboursée, c'est fondamental. Parce que finalement, un patient, s'il n'est pas remboursé, il va vite avoir un petit facteur économique qui va jouer. Le fait que la prévention soit prise en charge, ça au-delà effectivement du remboursement, si on prend en charge sans avance de frais, c'est encore mieux. Oui, bien sûr. On lève le frein de payer pour être remboursé ensuite. Bien sûr. Donc les frais ne sont pas avancés. Qu'est-ce que vous faites vous proposez comme test de prévention ou campagne de prévention? Un exemple ou deux pour... Un exemple que tout le monde connaît, c'est Octobre Rose. Bien sûr. Donc effectivement, c'est la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, mais également on parle effectivement des cancers féminins, donc on propose également le dépistage du cancer de col de l'utérus. Voilà. Et ces deux dépistages sont pris en charge à 100% sans avance de frais sur invitation de l'assurance maladie. Et là, on arrive dans novembre avec les cancers masculins. Voilà. Donc, là aussi, c'est pris en charge? Alors là, c'est pas une offre de dépistage organisée, c'est différent. C'est une sensibilisation. C'est une sensibilisation. C'est pas une campagne de dépistage. Non. D'accord. Donc, il y a un gradient qui se fait entre la sensibilisation, parce qu'il faut s'occuper de ça tôt, et par rapport aux campagnes de dépistage où on va envoyer massivement des gens se faire dépister. Tout à fait. Avec une prise en charge du dépistage. C'est ça. Alors, les campagnes, on sait que les pathologies sont mieux soignées, notamment dans le cancer. Est-ce qu'Octobre Rose apporte ses fruits là? Encore une fois, n'étant pas spécialiste en cancérologie, mais globalement. De toute façon, je pense que la sensibilisation sur ces thématiques, et notamment sur Octobre Rose avec le cancer du sein et l'autopalpation et la sensibilisation, je pense, a montré ses preuves. Et c'est aussi un point que je voulais soulever par rapport à ce que vous disiez, c'est l'évaluation de la prévention. Oui. C'est-à-dire que pour remplir des tableaux d'indicateurs, ça n'a pas forcément de sens, comme diagnostiquer pour diagnostiquer. Faire des dépistages, c'est important, si derrière on est capable de prendre en charge la maladie. C'est le soin, bien sûr. En fonction de la pathologie et en fonction de la prise en charge. Si on vous dépiste d'une maladie et qu'on vous livre, on le lâche dans la nature, on vous dit débrouillez-vous maintenant que vous savez vous êtes malade, c'est beaucoup moins efficient. Oui. Et pour revenir sur les actions de sensibilisation comme Octobre Rose par exemple, on est tellement loin en termes de prévention que toute action est bénéfique.
C'est toujours ça, voilà. de prix. Mais il faut aussi comprendre que cette prévention et le coût que ça peut représenter, parce que ça a aussi un coût, hein, c'est du temps, c'est de l'investissement et autres, c'est du personnel, il faut qu'on soit sûr qu'elle soit bien efficiente. Et c'est là, comme disait Jean-François tout à l'heure, on a des exemples et des évaluations qui sont faites à l'international. Des fois, c'est dans d'autres contextes, dans d'autres cultures, mais on sait aussi ce qui marche moins bien. Et je pense qu'il faut penser aussi à cette évaluation, qui n'est pas facile, puisqu'on ne voit l'impact de la prévention que bien des années plus tard. Mais il faut malgré tout savoir le faire et savoir dire, là, on s'est trompé ou on a investi peut-être trop d'énergie et trop d'argent sur ce point, partons sur autre chose. Donc ça, il ne faut pas avoir peur. Peut-être en France, on a du mal à reconnaître nos erreurs ou on se croit trop beau parfois. Mais il faut qu'on arrive à se dire, évaluons les actions qu'on met en place sur le plan économique, sur le plan d'impact, sur le plan d'efficience, et n'ayons pas peur de revenir en arrière si on s'est trompé. C'est ça. Alors, c'est le rôle un peu de votre pôle santé publique de faire comme ça cette Exactement. C'est-à-dire qu'au sein du pôle de santé publique, voilà. On a un service dédié à ce genre d'évaluation. En disant, attention, le bénéfice-risque n'est pas on n'est pas dans les clos. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on maîtrise depuis des années sur l'acte de soin dans les hôpitaux, l'efficacité, l'efficience du soin de telle ou telle technique, ça on le maîtrise depuis très longtemps. Mais maintenant, avec les données, il y a le mot IA qui a été lâché. Qui dit IA dit forcément données, et donc toutes les données de santé qui sont recueillies à sa fois au CHU, mais par aussi d'autres interlocuteurs ou d'autres partenaires, il faut qu'on puisse aussi savoir les traiter. Le dossier personnel de santé qui recueille toutes ces données, ça va être un plus. Ça peut, c'est ça le problème. C'est-à-dire que ça peut si c'est bien utilisé. C'est-à-dire que on ne va pas développer sur la thématique de l'IA, parce que ce n'est pas le sujet, mais l'intelligence artificielle ne peut avoir du sens que si elle se base sur des données de qualité et on les dise bien raffinées. C'est-à-dire qu'elles doivent être bien organisées, traitées pour qu'elles puissent être le plus efficientes possible. Sinon, ça peut donner des bêtises. Et c'est là où, justement, au sein du CHU, on essaie de travailler. Vous savez que maintenant, on parle de prévention algorithmique. C'est-à-dire que par rapport aux données qui ont été recueillies dans votre dossier de patient, par exemple, on peut envisager que vous êtes enclin à développer telle ou telle pathologie. Selon l'hérédité, selon les différentes informations qu'on peut avoir. Les facteurs de risque de vie ou les facteurs de risque familiaux. Pour aller, et c'est un mot aussi, je pense qu'il faut qu'on aborde ce soir, vers la prévention personnalisée. Voilà. Donc on va partir de données globales analysées vers une prévention personnalisée au cas par cas. Encore une fois, il faut tout faire. C'est-à-dire qu'il faut à la fois toucher le grand public avec Octobre Rose et les parapluies dans la rue de la Loge pour se dire tiens, c'est quoi ces parapluies, qu'est-ce que c'est quoi ce cancer et qui ça touche et ainsi de suite. Aussi l'aller vers, parce qu'il y a des publics qui ne passent pas dans la rue de la Loge et qui ne voient pas les affiches dans les salles d'attente des différents professionnels ou dans les pharmacies parce que trop éloignés. Donc il faut savoir aller toucher ces populations-là. Et puis après, il faut aussi que lorsqu'on donne un message de promotion de la santé ou de prévention, il faut qu'il soit adapté. Pour donner un exemple très rapide, si vous me permettez de prendre 3 minutes, moi j'ai la chance de travailler de plus en plus avec l'Organisation mondiale de la santé. Je suis expert en santé digitale pour l'OMS et ils ont déployé depuis bientôt une dizaine d'années un programme qui s'appelle, excusez l'anglicisme, c'est pas traduit, Be Healthy, Be Mobile. Soit en bonne santé, soit mobile. Mobile au sens de mobilité digitale, numérique. Voilà. Ils se sont rendus compte que sur la planète, on n'a pas tous accès à l'eau courante, on n'a pas tous accès à l'électricité, mais tout le monde est joignable par un SMS. Parce qu'il y a plus d'abonnements téléphone que de personnes sur Terre. Et donc, ils ont déployé un certain nombre d'actions, alors principalement dans les pays à faible et moyen revenu, notamment au Sénégal sur la thématique du diabète ou au Costa Rica, c'est par là qu'ils ont commencé sur l'arrêt du tabac, en diffusant des messages de promotion de la santé à travers ce qu'on a tous dans notre poche, un téléphone portable. Alors, l'idée, c'est pas de le remplacer, d'arrêter l'humain et de faire que ça. Mais c'est de dire, pour les personnes qui sont trop loin, qui ne voient pas l'humain, qui peut leur donner ce message, qui n'écoutent pas une radio qui leur délivre les messages, par exemple, comme qui n'écoutent pas ou qui écoutent une radio qui ne délivre pas ce genre de choses, exactement, qu'on puisse les toucher. Et donc, il faut ne pas avoir peur aussi d'utiliser cet outil numérique, mais que s'il est fait à bon escient et associé, adossé avec d'autres contacts objectifs, mais de l'humain aussi. Que du numérique, ça ne sert à rien. On le sait, c'est prouvé. L'humain à 100% ne peut pas aller partout. C'est l'association des deux qui fait sens. Donc c'est rassurant en même temps. C'est rassurant de se dire qu'il faut la combinaison de l'humain
et des données et de l'intelligence artificielle pour arriver à faire quelque chose, quoi. Alors, sans parler d'intelligence artificielle, aujourd'hui, il faut aussi qu'on donne, Au moins de la connectique. il faut qu'on donne une nouvelle génération. On est des vieux métiers. Les infirmiers, des médecins, ça date de la Grèce antique. Il faut qu'on redonne aux nouvelles générations l'envie de venir nous rejoindre et de nous remplacer. Et donc, ils ont tous déjà un outil numérique dans les mains. Ouais. Donc, si nos métiers ne sont pas dans l'air du temps, ils n'attireront personne. C'est ça. Et pour revenir sur le sujet de la prévention, pas plus tard qu'hier à mon cabinet, sur ma file active de patients, je suis aujourd'hui en capacité avec l'outil numérique de leur formaliser un SMS et un mail personnalisé en leur disant « Oh, toc toc, t'es toujours pas passé à mon cabinet pour faire ton vaccin de la grippe ou d'autres vaccins. » Et il faut que ça, on l'affine encore plus, puisque en fonction des tranches d'âge, etc., on sait qu'il y a telle ou telle action qui seront à mettre en place. Et donc là, en fait, on relève la tête. Nous, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne faisais que des actes, les uns derrière les autres. Oui. Et là, on fait à la fois les actes, parce qu'il ne faut pas arrêter les soins à domicile, hein, on est très clair, mais une partie où les professionnels de santé lèvent la tête et se disent comment moi, je peux améliorer à mon niveau, sans aller au Sénégal ou très très loin, la santé de mes concitoyens. Oui, c'est ça. Avec du conseil, avec des messages, avec de la sensibilisation. Finalement, c'est aussi ce que vous faites en pharmacie, Valérie Garnier. Ah oui, de toute façon, les messages, on les délivre tous les jours. Tous les jours, on donne des conseils déjà quand on délivre l'ordonnance. Et puis, c'est vrai que nous aussi, on se lance dans les bilans de prévention. Ça nous a demandé une adaptation parce que le bilan de prévention, c'est très particulier. On va cibler, on ne va pas leur analyser leur traitement. C'est dans un autre cadre. Là, on est complètement dans qu'est-ce que la personne va se donner comme objectif de vie, en fait, pour se porter mieux. Voilà, parce que ça peut être de l'activité physique, ça peut être l'alimentation, ça peut être l'observance, prendre ses médicaments au bon moment. Ça peut être aussi des examens vis-à-vis des troubles neurodégénératifs, lire, se stimuler mentalement, etc. Ça rentre dans la prévention. Comme on n'est pas ni spécialiste de diététique, ni spécialiste de sport, mais par contre, on pourra leur donner des éléments pour savoir à qui s'adresser. Absolument. Pour pouvoir être suivis d'un point de vue diététique, s'ils ont besoin d'une diététicienne, ou se renseigner pour faire de l'activité physique, etc., etc. Donc c'est déjà que ça joue un rôle. Voilà, c'est un objectif différent de ce qu'on fait tous les jours avec les patients quand ils viennent avec une ordonnance ou quand on leur délivre des conseils. Et ces bilans de prévention vont se poser, ça va être par un interrogatoire du patient ou il y aura également des examens? Alors, il y a quatre tranches d'âge qui sont concernées. Donc, pour l'instant, ce n'est pas population générale, mais pourquoi pas y arriver un jour. Il y a des pré-questionnaires qui vont dédiés à chacun de ces âges-là, qui vont permettre d'orienter le professionnel vers quoi se diriger dans l'entretien. Donc, ça déblaye déjà le terrain. On verra tout de suite, par exemple, si la personne fume, peut-être essayer de commencer à lui parler. Est-ce qu'il a pensé réfléchir à s'arrêter de fumer? Voilà, ces questionnaires qui sont remplis en amont par la personne nous permettent de nous orienter sur un ou deux thèmes privilégiés. Le facteur de risque majeur pour ce patient-là. Voilà, et surtout sur sur quoi il veut s'engager. Parce que c'est pas peine s'il nous dit « Mon m'arrêter de fumer, je veux pas ». Il aura au moins entendu que peut-être y réfléchir. Il l'aura entendu. Parce qu'on sait que c'est cette répétition des messages. Cette prise de conscience comme ça, qu'il y a quelque chose à gérer là. Voilà, exactement. Même si on ne peut pas le faire tout de suite, peut-être il l'aura intégré quelque part. Ouais, tout à fait. Alors, oui. Non, j'allais dire juste, je vais utiliser un mot barbare. Mais parce que c'est exactement ce que vous dites, on essaye maintenant de plus en plus, et l'OMS l'identifie clairement comme un facteur majeur, c'est qu'il faut améliorer la littératie en santé des populations. Ce terme de littératie, peut-être vous le découvrez pour certains d'entre vous dans la salle ou en ligne, c'est en fait, pour essayer d'être très simple, vraiment la capacité d'un individu à verbaliser sur une thématique donnée. Donc en l'occurrence, la littératie en santé, c'est je suis capable d'expliquer à mon pharmacien ou à mon infirmier comment je me sens, si je me sens pas bien ou autre. Et donc,
avec cette et inversement, de comprendre aussi ce que va me dire mon professionnel de santé quand il va me répondre à ma question. Ça paraît bête à dire, parce que peut-être que dans la salle, nous sommes tous issus, ou du moins d'un niveau social suffisamment élevé pour pouvoir être capable de s'exprimer sur ce sujet, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est ça. Et donc, le premier point, avant de parler de savoir ce que c'est que la maladie, c'est déjà comment je me sens et comment je l'exprime. Et effectivement, c'est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il faut que chaque interlocuteur que cette personne va avoir puisse être capable de lui donner ce message d'information et d'améliorer sa littératie. C'est quand même fondamental. Et pour ça, il faut que, deuxième, pas mot barbare, mais mot important je pense aussi, mais qui est présent ce soir, c'est de travailler en interprofessionnalité. Oui. Moi, je ne suis pas infirmier, je ne suis pas pharmacien, mais j'ai besoin... besoin... je me soigne. Non, mais oui, mais je me soigne, exactement. Mais surtout... On a besoin ensemble d'avoir le même vocabulaire et d'avoir les mêmes messages à faire passer. Parce que si moi je dis quelque chose et que ensuite Jean-François ou Véronique, c'est ça, hein Valérie, vous allez utiliser un autre vocabulaire ou un autre mot, ça va créer de la discordance. Donc c'est ça aussi, c'est très difficile. Hein. Mais cette pluriprofessionnalité, c'est les URPS aussi qui sont fondamentales dans cette action. Et même si le CHU n'est pas directement impliqué dans les URPS, parce que c'est pour les libéraux, mais voilà, il faut qu'on soit là tous ensemble. C'est quand même complémentaire. On disait que le 21e siècle sera transversal ou ne sera pas. On est dedans. Là, c'est une approche complètement transversale et complémentaire. Alors, Valérie Chenefaux, ça vous donne des perspectives. Là, vous allez envoyer des petits SMS à chacun, etc. Alors nous, effectivement, on est dur avec vous, là. Non, mais nous, ce que je voulais rajouter, c'est que, je vais donner un exemple, on fait des journées santé des femmes dans tout le département. Oui. On est sur les 3 dépistages des cancers, le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus et le cancer colorectal. Et en fait, on va cibler des femmes qui sont fragiles, donc que ce soit économique, sociale, financière, physique, enfin peu importe en fait. Et on va cibler en priorité, notamment dans les quartiers prioritaires des villes. Et en fait, on va les appeler et leur proposer un rendez-vous pour réaliser leur dépistage. Donc sur une journée, en 1 heure de temps, elles vont réaliser un frottis pour le col de l'utérus. Elles font tout d'un coup. Elles font tout d'un coup. Elles vont faire une mammographie et un entretien avec un professionnel de santé pour la remise du kit colorectal. Donc au-delà effectivement des messages, nous on va jusqu'à la réalisation du dépistage. Donc ça c'est important et ça veut dire un guichet unique finalement, puis une petite stimulation avec un appel personnalisé finalement. Exactement, on a un appel personnalisé et puis suivant les quartiers, on peut faire venir des personnes qui vont traduire également. Bien sûr. Alors, toutes ces questions s'appliquent quel que soit l'âge finalement, avec les seniors n'en parlons pas, qui sont quelquefois isolés. Ça permet aussi de stimuler la vaccination et toutes ces questions-là. Exactement, oui, bien sûr. Donc ça, c'est important. Je voudrais savoir s'il y a des questions dans la salle. Vous attendez le micro dans ce cas-là. On va passer le micro. Vous faites des actions remarquables et c'est super, mais il y a quand même en France une augmentation des hypertendus, 12 millions de personnes hypertendues, une augmentation des surcharges pondérales, une augmentation du diabète et du cancer. Donc il semble qu'il y ait un problème entre le professionnel de santé et son patient, puisqu'il est très difficile de passer des paroles aux actes. Et je veux dire ici, il y a 2 personnes, le responsable des infirmiers, qui ont dit des choses remarquables. C'est coercitif la prévention. On est des méchants. Voilà. Et quand ça dépend comment on le présente. Oui, non mais quand on dit arrêter de fumer, on coupe un plaisir. Le tabac, c'est un plaisir, c'est un coupe-faim. Quand on dit ne mangez plus salé et ne mangez plus gras, c'est un plaisir la gastronomie. Alors qu'est-ce que vous proposez? Alors voilà. Alors, on dit aux gens continuez à vous intoxiquer. Alors attendez, justement, voilà. La question, c'est est-ce qu'on s'est posé la question sur ce problème pour que ce ne soit plus coercitif? Nous, un certain nombre de gros médecins, on s'est dit la chose suivante. On s'est occupé de cette malbouffe salée et grasse, et on s'est dit, voilà, est-ce que c'est vrai qu'on peut manger peu salé et pas gras et être goûteux? Oui, donc, sûr. Avec l'industrie pharmaceutique, les responsables des visiteurs médicaux, on a organisé des réunions de médecins avec des grands chefs de grands hôtels. Cuisiner ça. Voilà. Et on a dit, chiche, vous nous faites des repas sans sel, sans gras. Ils nous ont fait ça, c'était un délice. Bien sûr. Donc on s'est dit, on ne sait pas faire la cuisine. Voilà. Et donc, on a regardé, au Canada, ils apprennent à faire la cuisine aux enfants jusqu'au lycée. Ça s'appelle les arts ménagers. C'est aussi important que les maths. Et donc, il faut instruire dès l'enfance à apprendre à manger.
C'est une bonne idée. Et apprendre à manger bon. Oui. C'est-à-dire, il ne faut pas que la prévention, ce soit coercitif et que ça supprime un plaisir. Il faut que ça soit bon et sain. Voilà, bon et sain. Et donc, il faut conserver le plaisir. Parce que le tabac, c'est un plaisir, la malbouffe, c'est un plaisir, la sédentarité, c'est un plaisir, et la drogue aussi. C'est ça, c'est le système dopaminergique. Enfin, on peut éviter quand même. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que... Donc, Voilà, ce que je voudrais revenir à ce mot de coercitif, comment faire pour que ce ne soit pas coercitif pour les différents facteurs de risque? Oui. Alors, je pense que c'est dans le ton de l'échange, justement, que vous pouvez donner une information comme ça, conseil, sans avoir l'impression d'être coercitif. Moi, je crois que la sensibilisation, elle n'est pas coercitive. Non, enfin, moi, j'ai pas l'impression de l'être. Comme je disais, je respecte la personne, et si elle n'est pas prête encore à entendre certains messages, c'est pas grave. Et effectivement, il y a plein de moyens pour pouvoir faire autrement et que ça reste du plaisir. Mais après, voilà, moi-même, par exemple, quand je m'adresse à quelqu'un qui doit s'arrêter de fumer, je le comprends parce que j'ai été fumeuse, donc je sais comment ça se passe, je lui dis que c'est compliqué, je peux lui parler là en toute connaissance de cause. Bon, mais parce que je sais par quel parcours on passe pour se déconditionner de quelque chose. Mais effectivement, il faut être très, très prudent avec ça parce qu'on risque d'avoir l'effet inverse si, bien sûr, si on à celui est qu'on recherche. Hein. Oui. Jean-François? Oui, très vite, ne nous demandez pas tout. C'est-à-dire que, ça a été très bien dit tout à l'heure, c'est l'affaire de tous. Et vous avez parlé des écoles, c'est essentiel. C'est intéressant, les cours de cuisine à l'école. Mais bien sûr, mais alors déjà, les professionnels de santé ont un usage, une déontologie, on ne juge pas. Donc ça, c'est le premier point. Par contre, que la population sache qu'elle a une porte d'entrée, avec en quelque part, et l'OMS dit par exemple, le pharmacien correspondant, l'infirmier référent, le médecin de famille, etc., une oreille sur effectivement une problématique donnée, et comment ensemble, en se donnant la main, on va pouvoir la résoudre. Voilà, donc ça fait partie du grand principe en fait de solidarité par rapport à la prévention, et c'est comme ça qu'il faut qu'on l'aborde. Donc j'aimerais que chacun de vous, parce que l'heure tourne, donne sa commentaire de fin. Alors dites-nous. Juste, je réponds rapidement aussi. La prévention ne résout pas tout, et si quelqu'un avait trouvé la solution magique, bien sûr, on aurait déjà gagné. Mais il faut aussi l'intégrer dans une politique de société. Ça a été dit tout à l'heure, je suis dentiste. Quand on trouve quand ça coûte moins cher d'acheter un coca que d'acheter de l'eau, c'est sûr que ça peut poser problème. Donc il y a aussi peut-être des actions à faire au niveau de la société pour rendre beaucoup plus difficile d'accès les produits trop salés, trop sucrés. Sans stigmatiser Coca d'ailleurs. Oui, Coca, Pepsi, Orangina, comme ça j'en ai dit 3, je crois que c'est bon. Voilà, donc juste pour cet élément de réponse. Moi, comme élément de conclusion, si je peux prendre 30 secondes, c'est vraiment de revenir sur ces points-là, comme ça a déjà été dit, que la thématique de la prévention, c'est effectivement un changement de paradigme. Il faut qu'on réfléchisse complètement différemment. Mais il faut aussi comprendre que les professionnels de santé, pour la plupart, ne sont pas éduqués à faire de la prévention. Moi, je suis enseignant, on n'éduque que très peu à faire en sorte que le patient ne soit pas malade. On est en France notamment de très bons techniciens, je veux dire, on sait très bien opérer, on sait très bien soigner, mais on n'a pas cette culture. Et donc ce changement de paradigme, il n'est pas facile. J'ai la chance de voyager beaucoup et de découvrir beaucoup de structures de santé différentes. Personne n'a la solution miracle. Je crois que c'est Jean-François qui avait très bien dit une fois. Souvent on dit oui, mais nous les Français, dans le Sud, on est des bons vivants et ainsi de suite. Oui, mais je crois que tu avais répondu, tu le rediras très certainement mieux que moi, ça suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on puisse se prendre en main et développer des choses. Donc, c'est l'affaire de tous. Oui, Valérie Garnier, un mot de conclusion. C'est un peu la même chose que je dirais, c'est-à-dire qu'il faut arriver à changer cette vision-là qu'on a des soins, parler beaucoup plus prévention, et il y a une population qu'on doit toucher parce que c'est la population du futur, c'est les jeunes actuellement. On doit alors je dirais pas éduquer parce que ça fait un terme un mais peu, les sensibiliser à ces questions-là. Et on parlait tout à l'heure de One Health, les jeunes sont très sensibles à tout ce qui est environnement. Et là-dessus, on peut avoir un levier.
Jean-François Bouscarin. Très court. Comme je suis persuadé qu'il y a des infirmières qui nous écoutent et surtout des patients, l'URPS, elle va donner tous les moyens aux infirmières libérales pour remonter sur le vélo. Parce que par contre, on a, nous, docteurs, dans notre formation, la prévention. Les infirmières, c'est d'abord les premières lignes de la prévention. On va remonter sur les vélos, on leur donne toutes les fiches techniques pour faire, à l'assurance maladie, un bon bilan de prévention efficace, au bon moment, avec les bons patients, sur les bonnes tranches d'âge. Et donc, on le fait savoir. Donc, on compte sur vous et sur tous pour le faire savoir, le faire savoir, le faire savoir. On a un objectif entre 15 et 20 000 bilans de prévention sur Occitanie dans le premier trimestre 2025. Donc, on va y aller, on va y aller. Voilà. Très bien, on monte sur le vélo. Alors, moi, on vous passe le relais. Là. Je rejoins effectivement tous mes collègues. Les jeunes, effectivement, pour d'entrée, les jeunes se sentent en bonne santé, ils le sont, mais ils ont des comportements, les addictions à risque et qui peut avoir un impact sur le futur. Donc, nous, on est beaucoup sur les jeunes, effectivement. Et du coup, là, dans mon bilan prévention, il y a la première tranche d'âge, c'est 18-25 ans. Et c'est pas pour rien, hein. Et je voulais quand même rajouter le point, ce qui est la santé mentale, qui est vraiment important. On ne l'a pas évoqué. Hein. Donc je voulais parler de la santé mentale à tout âge, qui est vraiment importante et qui peut avoir des effets de manière générale sur la santé. Donc la santé dans tous ses états, qu'elle soit mentale, physique, bien sûr. Vous l'avez tous dit, une prévention qui n'est pas normative, avec du conseil, de la proximité et une adaptation au sujet qu'on a en face, à son contexte personnel, familial et professionnel, bien sûr. C'est une transversalité qui sera au bénéfice justement de la santé publique et de la gestion du capital santé. Je voudrais vous remercier, Valérie Tchenfo, responsable du service de prévention à la CPAM de l'Hérault, Nicolas Giraudot, au pôle santé publique et écologie de la santé au CHU. Merci à Valérie Garnier, présidente de l'URPS pharmacien au niveau Occitanie, et à Jean-François Bouscarin, qui est président de l'URPS infirmier au niveau Occitanie également. On n'imagine pas de jeter des détritus et de se dire que ça n'imbibe pas la planète. Il en est de même pour la santé. On ne peut pas imaginer que justement chacun fasse à sa guise sans que ça ait un impact sur la santé globale. Merci à tous, merci au Gazette Café pour son accueil, merci au public du Gazette et à nos auditeurs, à nos auditrices. Merci.